Oui. Dans la même logique, quand il s'agit de rapports d'enquête, par exemple, parce qu'on peut trouver que sur un site, on peut trouver un rapport d'enquête. Dans ce cas-là, on considère comme des données fiables, parce que c'est des enquêtes. C'est à vous d'interroger ça. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est fiable, et c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est pas fiable. Qui est-ce qui a produit ça? Dans quel contexte? Est-ce que c'est une structure de recherche? Est-ce que c'est une ONG militante? Est-ce que c'est une administration? Comment ça a été produit? Quand vous lisez, vous analysez, est-ce que vous pensez que les questions sont bien posées? Est-ce qu'il y a... oui, est-ce que c'est solide? Qu'est-ce qu'il y a comme base d'enquête? Là, il faut faire une critique, à la fois pour situer la source, d'où elle vient, ça a été produit par qui, dans quel contexte, et à la fois sur le contenu même. Et là, la difficulté, effectivement, c'est que on ne peut pas dire c'est produit par une ONG, donc c'est pas sérieux, c'est produit par la recherche, donc c'est excellent. Il y a des ONG qui font des travaux d'enquête très solides. Il y a des travaux faits par des académiques qui ne sont pas toujours très très solides. Quand ils ont fait une consultation et fait 10 entretiens rapides en passant. Donc vous avez à faire cette critique-là pour tous les matériaux. Hein? D'où ça vient? C'est produit par qui? Dans quel contexte? Pour autant que vous puissiez le savoir. Et puis la critique interne. Donc en lisant, en analysant, est-ce que vous apporte des choses? Est-ce que c'est des banalités? Est-ce qu'ils disent des choses comme ça mais sans s'appuyer sur rien? Qu'est-ce qu'ils disent de l'enquête qui a été faite? Est-ce qu'il y a des références? Est-ce que les références sont intéressantes? C'est-à-dire que c'est les bonnes, c'est celles que vous connaissez? Est-ce que c'est les trucs qui ont l'air intéressants que vous ne connaissiez pas? Donc ça veut dire qu'ils ont un peu travaillé. Est-ce que c'est les trucs généraux qui n'apportent rien? Vous voyez, c'est tout ça qui vous permet d'évaluer des sources secondaires, que ce soit des rapports d'études, que ce soit produit par une administration, que ce soit produit par une ONG, un bailleur de fonds ou une structure académique. Et là, dans la note de lecture que vous allez en faire, vous allez voir ça. Quelquefois, vous allez voir des trucs, disant, bon, je mets tout de suite de côté, c'est pas la peine. Quelquefois, vous dire, là, il faut que je le lise parce que c'est important pour ma recherche. Hein, c'est produit par une institution que j'étudie. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir qu'est-ce que produit cette institution, qu'est-ce qu'elle écrit, quelles sont ses analyses. C'est important parce que ça touche vraiment à mon sujet. Et puis à ce moment-là, vous allez essayer d'analyser plus loin comment c'est fait, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça vous paraît solide, est-ce que ça vous apporte quelque chose, quels sont les éléments qui vous paraissent, les parties qui vous paraissent solides et intéressantes, quelles sont les analyses qui vous paraissent plus pas très fondées. Et ça, il faut le faire sur toutes les sources secondaires. Oui. Parce qu'effectivement, les sources produites par d'autres, on ne peut pas les prendre pour argent comptant. Donc il faut aussi s'interroger sur d'où ça vient, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que ça apporte, et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, pour votre recherche. Alors, on a déjà évoqué donc les différences qualitatives, quantitatives, mais je pense que je vais aller vite là-dessus, parce que je pense que vous connaissez ça. Vraiment, enfin, l'important effectivement, c'est de voir que ça ne renvoie pas au même type de questionnement, quoi, et aux mêmes façons de penser la preuve, quoi. Alors, vous entendez ça à Jackie Bougie.
Le qualitatif, on est vraiment plutôt sur le comment ou le pourquoi. Donc chercher des explications, comprendre des processus, des mécanismes, alors que dans le quantitatif, on va plutôt chercher à quoi, parfois pourquoi dans la cause, dans quelle proportion, combien. On n'est pas tout à fait sur les mêmes types de questions. Dans le quantitatif, on va considérer que la démonstration, c'est des valeurs statistiques. Il y a des différences dans les moyennes entre tel et tel groupe. Telle relation est statistiquement significative. Donc on cherche plutôt à montrer par les grands nombres. Par les grands nombres, par les moyennes, et du coup on tend à écraser la spécificité. On va dire, ça c'est vrai, si statistiquement c'est valable, qu'on soit que les enquêtés aient été enquêtés à Saint-Louis, à Tambacounda ou à Dakar. Donc on cherche plutôt des régularités statistiques sur des nombres larges qui tendent à écraser un petit peu la diversité. Est-ce que c'est valable globalement? Et donc on ne va pas forcément s'intéresser à telle zone ou telle autre, à des spécificités de contexte, on va plutôt chercher des régularités. Alors que dans du qualitatif, on va plutôt s'intéresser à des spécificités ou à des contextes particuliers. Et ce qui va nous intéresser, c'est de montrer les relations entre toutes les variables dans un contexte donné. En disant, effectivement, ça renvoie à la question sur l'étude de cas, qui intéresse, c'est pas tant de savoir si, je sais pas quoi, le taux d'accouchement dans les centres de santé est de 12 ou 70%, mais de comprendre pourquoi dans telle commune les femmes vont accoucher au centre de santé ou pas, mais quels sont les facteurs qui expliquent qu'il y en ait beaucoup ou qu'il n'y en ait pas beaucoup, et comment ça évolue dans le temps. Donc on est plutôt sur le comment, sur le pourquoi, comment ça se passe. Et le comment, on va plutôt l'expliquer par justement des éléments de contexte. Il y en a plus à tel endroit, parce qu'il y a eu tel appui d'ONG, parce que comment s'appelle la responsable du centre de santé a fait tout un boulot avec les matrones, parce qu'il y a eu des sessions d'information. On va trouver les explications qui valent dans le lieu de l'enquête. Et peut-être qu'à 10 km ou à 100 km, ça sera autre chose. Donc on va plutôt s'intéresser à des contextes particuliers et à comprendre comment s'enchaînent les facteurs dans un contexte donné. Alors qu'au contraire, dans le quantitatif, vous allez voir comment, par exemple, le taux d'accouchement évolue dans le temps, et si globalement, à l'échelle du pays ou à l'échelle de la région de Saint-Louis, on passe de, je dis n'importe quoi, on passe de 20% à 30%. Et s'il y a une augmentation, vous allez chercher l'explication, vous allez chercher une cause, quoi. Vous voyez? Donc, d'un côté, on est plutôt à valoriser le contexte, donc la spécificité des situations, l'imbrication des facteurs et des logiques. De l'autre, on va plutôt être sur des régularités statistiques qui cherchent à échapper justement au contexte et avoir un échantillonnage qui permet de généraliser. Et on aura peut-être plus de difficultés. En tout cas, on va chercher plutôt tester un ou des facteurs, de savoir est-ce qu'il y a un lien entre tel facteur et puis l'évolution de la fréquentation des maternités, quoi. Donc on va être plutôt sur du monocausal, on va plutôt chercher une ou deux facteurs explicatifs et pas forcément un enchevêtrement de causes qui font une histoire spécifique. Alors du coup, effectivement, ces démarches-là ne correspondent pas forcément au-delà des sensibilités. Il y a des étudiants ou des chercheurs qui sont plus faibles, plus sensibles, plus intéressés aux démarches qualitatives, aux démarches quantitatives. Et ce n'est pas forcément les mêmes questions qui justifient d'un traitement ou d'un autre.
on l'a vu tout à l'heure, un questionnaire, vous définissez les questions, et ensuite vous allez traiter les résultats. Si vous ne posez pas les bonnes questions, si vous n'avez pas les bonnes catégories, alors vous êtes coincé à la fin parce que vous n'avez comme matériau que ce qui est le produit de votre questionnaire. Donc, si vous êtes sur des contextes, des sujets qui sont bien connus, sur lesquels on sait comment poser les questions, on sait ce qui est pertinent, alors vous pouvez construire vos questionnaires sans trop de risques. Si vous êtes sur une question un peu nouvelle, alors il vaut mieux avoir une démarche qualitative pour comprendre comment les choses se passent. Et après ça, peut-être, vous aurez les bonnes clés pour construire un questionnaire. Et on y reviendra après, mais même si vous êtes sur des démarches quantitatives, faire une pré-enquête qualitative est souvent extrêmement utile, voire nécessaire, pour savoir effectivement si vous posez les bonnes questions. Oui. Je suis un peu confus par rapport à ça. En ce qui concerne l'approche qualitative, il y a une comment, ensuite pourquoi, en parler d'explication. Je pensais que c'est par rapport à la méthode qualitative qu'on est beaucoup plus dans l'explication causale que par rapport à la méthode qualitative. Moi, je pensais que en ce qui concerne la méthode qualitative, on est dans la compréhension. Et de l'autre côté, dans la méthode qualitative, on est dans l'explication causale. Ouais, peut-être des problèmes, des questions de termes. Ouais, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle explication, effectivement, peut-être que c'est le terme. Dans les statistiques, vous pouvez traiter le fait qu'il y a un lien entre deux variables. Mais vous savez qu'une corrélation ne veut pas forcément dire une causalité. Vous voyez la différence entre ces deux choses-là? Hein, donc du coup, vous pouvez mettre en place des régularités statistiques, vous pouvez mettre en avant des régularités statistiques. Est-ce que c'est des causalités pour autant? Ça dépend. Et c'est vrai que d'un point de vue qualitatif, on est quelquefois un petit peu gêné sur les interprétations faites à partir des chiffres, où il nous semble souvent que justement le lien entre les corrélations qui sont mises en évidence et les schémas interprétatifs par derrière, ceux qui ont une sensibilité qualitative, quelquefois se disent ouais, mais bon, d'où est-ce qu'il sort tout ça, quoi? Qu'est-ce qui lui permet vraiment de justifier toute son interprétation? Mais d'un autre côté, effectivement, l'intérêt des chiffres, c'est d'être sur des échantillons larges, de pouvoir quantifier, et ça, effectivement, les démarches socio-anthropologiques ne le permettent pas. Donc, vous ne bloquez pas sur les mots. Hein. Effectivement, les mots, souvent, les gens les utilisent. C'est pas un vocabulaire complètement stabilisé. Ne bloquez pas sur les mots. Vous voyez la dimension, effectivement, compréhensive. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je n'avais pas eu cette vigilance-là quand j'avais repris le schéma. Ouais, En fait, le niveau de la solution, on dit que l'explication c'est plus des qualités que non, la compréhension c'est des qualités, l'explication c'est des qualités. Et par exemple, la question du pourquoi, ça peut appeler à une explication dans le qualité. Et dans le qualité, ça peut appeler à une mise en évidence de causalité. Je ne pense pas effectivement que c'est une question juste de non, oui. Non, mais vous avez raison. Et je ne sais pas si mon exemple est bon, mais pour continuer sur l'exemple de la maternité, vous pourrez montrer que tel changement dans, je sais pas, la tarification des soins, est-ce que le fait de rendre l'accouchement gratuit a un impact sur la fréquentation des maternités? Quantitativement, vous allez pouvoir montrer effectivement un lien.
en disant oui, on observe qu'il y a, avec une signification statistique, il y a un lien entre le fait que l'accouchement devienne gratuit et l'augmentation de la fréquentation. Dans du Kali, vous allez pouvoir voir si cette mesure-là, avec plein d'autres choses autour, qui existent dans le contexte donné, explique, et si les gens vous disent effectivement ah oui, avant c'était trop cher, on ne pouvait pas, mais maintenant on y va. Donc la compréhension vous donne aussi la compréhension, c'est pas seulement décrire une réalité, c'est aussi comprendre les changements et pourquoi les changements. Vous voyez, si vous avez X entretiens avec des jeunes mères qui vous disent et que elles vous dites que pour leurs enfants, le précédent, elles avaient accouché à la maison, que cette fois-ci elles sont allées à la maternité, vous dites ah ben pourquoi cette fois-ci vous êtes allé à la maternité et avant c'était trop cher, maintenant que c'est gratuit, j'hésite plus. Si vous avez une grande majorité des femmes que vous avez interviewées qui vous expliquent ça, alors il y a une explication là aussi. Vous voyez ? On peut bien dire, effectivement, une grande majorité des femmes mettent ça comme facteur explicatif, donc c'est vrai. Donc les deux s'interconnectent. La quantité. Oui. S'interconnectent. Idéalement, oui. Mais en pratique, effectivement, c'est souvent difficile de mener bien les deux à la fois. Parce que vous voyez, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas la même façon de penser la démonstration, et puis c'est pas les mêmes savoir-faire aussi. Donc idéalement, effectivement, mener à la fois du Kali et du Kanti, c'est très bien. En pratique, on voit que c'est difficile, parce que c'est des savoir-faire différents, c'est des façons d'organiser la recherche différentes, et on n'est pas compétent dans toutes les méthodologies. Vous voyez, moi je serais incapable d'utiliser Sphinx et de vous faire des statistiques. Pourtant, quand j'étais agro, j'avais fait des maths, mais je serais incapable. Et donc, je risquerais de faire des trucs qui ne tiennent pas la route. Non, c'est pas drôle, je vois rigoler. Mais c'est normal, parce que c'est pas les mêmes savoir-faire, et dans chacun des cas, il faut de la technicité, il faut du savoir-faire. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Depuis quelque temps, j'observe que moi, j'ai eu à utiliser, je ne sais pas si il y a une légitimité scientifique, mais j'ai à utiliser un corpus Kali pour en tirer du Kanti. Ouais. Donc, je ne sais pas quelle est la valeur scientifique de ça. Il y a des gradients là, en fait, quand on dit Kali-Kanti, on est vraiment sur deux idéotypes, quoi, hein, de modèles. Évidemment, il y a plein de choses intermédiaires. On peut, déjà en qualitatif, quand on dit beaucoup de gens, la majorité d'eux, c'est du nombre qui ne se dit pas, quoi. Hein. Et puis, on peut aussi avoir des chiffres. Après ça, la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on tire de ces chiffres-là? Si vous êtes sur des petits échantillons, c'est intéressant de dire on a je sais pas, le tiers des gens qui disent ça, mais on n'a pas forcément une taille d'échantillon suffisante pour que, en quantitatif, les gens vous disent c'est statistiquement significatif. Donc c'est informatif, c'est important, quelquefois c'est les chiffres sont très parlants, mais effectivement on est dans l'utilisation du chiffre qui permet d'avoir des moyennes, des variations, mais qui ne permettent pas un traitement statistique. Si je prends l'exemple il y a quelques temps, à Saint-Louis, on a commencé à organiser une foire internationale. Et les organisateurs nous disent qu'on passe pour une évaluation. Évaluation comme ça, simple quoi. Donc, élaborer des questions, on va appeler ça des questionnaires avec des questions ouvertes. Donc, à part des questions ouvertes, à travers Sphinx, des codages, qui m'ont permis de sortir des tendances. Par exemple, si on nous posait des questions à savoir quelles sont selon vous les forces de la foire, quelles sont les faiblesses de la foire, et ainsi de suite. Par exemple, au niveau des faiblesses, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de toilettes, par exemple. Il y en a qui disent que les stands ne sont pas, les dispositions des stands ne sont pas adéquates, etc. Donc, à partir de ces réponses-là, je connais les questions, par contre, je sortais des tendances-là.
dans ma part, il y a quand même une chose assez fiable et qui reflétait justement une façon de voir les forces du reste. Oui, là effectivement on est dans le traitement de questions ouvertes dans une démarche quantitative. Vous voyez, vous pouvez à partir d'enquêtes qualitatives dire j'ai 50 entretiens et dans les 50 entretiens je regarde des pourcentages ou des moyennes, mais sur des très petits échantillons. Donc là ça aide à quantifier, mais ça n'a pas de validité statistique. Où vous pouvez aussi introduire des questions ouvertes dans une logique de questionnaire. Et après ça, effectivement, c'est la question du codage qui est la difficulté pour pouvoir transformer des questions ouvertes où les gens disent ce qu'ils veulent dans les mots qu'ils veulent et avec traduire ça en catégories que vous pouvez traiter ensuite de façon quantitative. Donc l'enjeu, il me semble que c'est autour du codage, effectivement, mais si c'est possible de coder ces différentes réponses, il n'y a pas de problème à utiliser ça de façon quantitative. Mais ça, je note ça pour la session sur les enquêtes quantitatives. Ouais. Par rapport à ce qu'il disait, je pense que la fiabilité ou non d'une enquête quantitative dépend d'abord du technique de l'échantillonnage. Parce que par exemple, on ne peut pas se permettre parfois de nous-mêmes définir une quantité, le nombre de personnes sur lesquelles on va mener notre enquête et se permettre de généraliser après les résultats de nos enquêtes, par exemple. Il y a des techniques scientifiques de l'échantillonnage, par exemple, il y a des échantillonnages par bataille, etc. Nous pouvons déjà aider donc par des mathématiciens. Là, vous allez prendre ces techniques d'échantillonnage. Si vous les appliquez, par exemple, après vous pouvez permettre de dire que voilà, je vais généraliser. Parce qu'il y a un C qui compte se doit d'atteindre. Donc quand on parle d'enquête quantitative, donc on ne peut pas donc, se permettre nous-mêmes de dire que nous allons identifier donc, un tel nombre, par exemple, et nous allons appliquer ça après donc, sur la quantité globale. Par exemple, quand on prend l'exemple des enquêtes sur, par exemple, on prend l'exemple sur par exemple, lors des élections, par exemple, on se dit que ce potentiel candidat voilà, quand nous décidons de faire des sondages, par exemple, on ne peut pas se permettre, par exemple, de dire qu'on va, sur la base donc, de la population, on va prendre donc 100 personnes, on va les enquêter et puis on va dire, voilà, M. tel aura peut-être après 40% des voix. Donc il y a des seuils, il y a des seuils qu'on a déjà mis en place, par exemple, pour enquêter, donc, pour avoir donc, des données fiables sur les sondages, on doit définir, par exemple, soit, je donne des chiffres comme ça, par exemple, 1000 personnes, et rétabli donc au niveau du territoire national, chaque région, vous prenez par exemple une personne, pour pouvoir donner donc une idée. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas généraliser. Donc c'est pourquoi je vous disais que par exemple, par rapport aux données quantitatives, donc il faut d'abord revoir les techniques d'échantillonnage avant de passer à la généralisation. Oui, c'est clair que le quantitatif pose des questions d'échantillonnage, de taille des échantillons par rapport aux questions qu'on se pose, de seuil de statistiques pour lesquelles les corrélations sont valables. Et là, il y a des techniques, il y a des règles sur la façon de constituer l'échantillon, sur les tailles qui sont nécessaires, que je ne maîtrise pas, mais c'est un enseignant spécialiste de ça qui interviendra pour cette séance-là dans le séminaire. Oui, même par rapport à l'échantillonnage, il y a plus de flexibilité. Il y a des échantillonnages qui soient raisonnés, des échantillonnages par rapport à ce que vous avez dit. La meilleure équipe, il y a des personnes qui choisissent, notamment les 100 premières personnes qui vont rentrer dans la salle. Ça, scientifiquement, c'est constaté. Est-ce que c'est fiable? Je ne pense pas personnellement, mais c'est accepté. Et l'enjeu est toujours d'expliciter les choix de méthode de façon à ce qu'ils soient éventuellement critiquables. C'est-à-dire, la question que vous posez, c'est accepté, mais est-ce que c'est fiable? C'est seulement si les gens qui ont travaillé comme ça expliquent leur démarche et disent voilà comment est-ce qu'on a procédé, que vous pouvez ensuite, enfin vous ou d'autres, peuvent dire ben voilà, ça me paraît correct, donc j'accepte les résultats, ou ça me paraît avoir des biais sur telle et telle chose, et que du coup quelqu'un d'autre va faire une autre démarche qui peut-être apparaîtra meilleure méthodologiquement.
Mais non, j'y reviens. Voilà. Non, c'est trop. Je reviens un peu justement sur les deux critiques, symétriques qui sont faites aux deux approches. Il y a ce que ça permet de faire, mais il y a aussi les limites. Hein. Et c'est clair que la démarche qualitative, la critique qui est souvent faite, effectivement, c'est des résultats trop littéraires, il n'y a pas de chiffres, donc du coup, il y a des histoires intéressantes, mais on ne sait pas si c'est généralisable. Et ce n'est pas convaincant parce qu'il n'y a pas justement des chiffres et des statistiques, quoi. Donc c'est considéré souvent comme des anecdotes, des récits, c'est intéressant, mais on ne sait pas quoi en faire, quoi. Enfin, du point de vue de quantitativiste, quoi. Inversement, les chercheurs qui travaillent de façon qualitative sont souvent critiques sur les approches quantitatives en disant bon, vous êtes très rigoureux sur le traitement des données, donc une fois que c'est dans la boîte, une fois que vous avez tous vos tableaux de dépouillement, là sur les tests, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que c'est significatif, est-ce que c'est pas significatif, est-ce que vraiment il y a un lien. Là, vous êtes très très vigilant, mais souvent en amont, sur la façon de poser les questions, là, souvent il y a des problèmes. Pour un exemple qui est un peu ancien, mais qui a été significatif, il y avait eu dans les années 80 énormément de débats sur ces articulations-là, sur les enquêtes en milieu rural, quoi. Et des statisticiens qui avaient travaillé avec des sociologues, des économistes empiriques, etc. Et entre autres, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui essayaient de comprendre, d'enquêter sur la possession du bétail. Et qui demandaient aux chefs de famille combien avez-vous de bêtes. Et donc il y avait des questionnaires, il y avait des chiffres remplis dans les questionnaires, donc il y avait ensuite des études, des moyennes, des statistiques, etc. Sauf que ça pose énormément de problèmes. Est-ce que vous avez une idée des problèmes que ça pose? Ouais. Les chiffres sont sûrement pas exacts. Ouais, pourquoi? Parce que c'est un peu culturel de ne pas donner tous les noms exacts de chefs d'enfants qu'on a, etc. Ouais. Ouais. Ce genre de données-là. Ouais. Ça, c'est une partie de la réponse, mais tout à fait juste. Ouais. Vous avez d'autres... En fait, en milieu pastoral, souvent, avec le ménage, c'est pas une unité économique. Et en fait, souvent, chaque membre du groupe familial a des bêtes. On donne un veau aux jeunes pour qu'ils commencent à se constituer son troupeau. Les femmes peuvent avoir leur propre bête. Et en fait, chacun des membres du groupe familial, souvent, a des bêtes. Donc si vous êtes dans l'idée qu'il y a le ménage et l'unité, tout est concentré sur le chef de famille, vous allez lui demander combien de bêtes il a, et lui, en admettant qu'il veuille bien répondre, vous avez tout à fait raison, il va vous dire, moi j'ai 30 bêtes. Mais vous allez passer à côté des bêtes possédées par sa première épouse, par sa deuxième épouse, par sa éventuellement troisième épouse, par son fils, par son premier fils et par son deuxième fils. Et donc vous allez passer à côté d'une part importante, sinon majoritaire, du bétail possédé par l'unité domestique. Simplement parce que à l'époque, les statisticiens étaient sur l'image de l'exploitation pastorale, en l'occurrence, comme ménage, et une vision unique, enfin une vision qui ne prenait pas en compte le fait que chaque individu, à l'intérieur du groupe domestique, a ses propres activités économiques et peut avoir son propre bétail. Donc du coup, il y avait un double biais dans les chiffres qui sortaient. Ils oubliaient tout un tas de gens, toute une partie du bétail, celui qui était possédé par les autres,
Et en plus, il y avait de fortes chances que le déclaratif ne soit pas juste. Vous voyez? Alors on pourrait multiplier les exemples, mais là, c'est la façon de poser la question a priori, voilà, une vision unitaire du ménage ne fonctionne pas, et du coup induit des biais très importants dans la capacité de l'enquête à quantifier effectivement la possession de bétail, le nombre total, la répartition entre familles, etc., etc. Et inversement, si vous êtes conscient de ça, donc si les économistes statisticiens ont lu les travaux de sciences sociales, s'ils ne partagent pas cette vision unitaire, mais qu'ils sachent qu'il faut s'intéresser à tout le monde, bah alors vous allez faire un questionnaire plus sophistiqué, plus compliqué, mais où il y aura aussi questionnaire chef de famille, mais un questionnaire épouse, un questionnaire fils marié, voire qui permettra du coup de capter un peu vous madame, combien est-ce que vous avez est-ce que vous avez des têtes de bétail ou pas, et d'avoir du coup une image plus fiable de la réalité. Donc ça montre comment justement il peut y avoir des choix implicites, pas conscients dans l'élaboration des questions, et qui en fait, quand ils ne collent pas avec la réalité, finalement font d'énormes biais dans la signification des chiffres qui sortent à la fin. Et puis aussi, la difficulté, bon, ça on l'avait déjà dit, c'est qu'effectivement, votre questionnaire, il faut que ça soit le même pour tout votre échantillon. Donc vous allez le tester au début, normalement, hein, le tester, l'adapter, etc. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc si en cours de route, vous apercevez que, ah bah oui, par exemple, ce problème-là de ménage, vous l'apercevez en cours de route, c'est trop tard. Soit il faut tout refaire, arrêter, tout refaire, vous ne pouvez pas adapter en cours de route. Alors que dans une démarche qualitative, eh ben, vous pouvez adapter en cours de route, vous découvrez que votre hypothèse ne fonctionne pas, vous réorientez votre questionnement, vous allez poser d'autres questions aux gens, vous allez les retourner pour dire « Ah ben excusez-moi, là il y avait des choses que je n'ai pas bien compris ». Dans une démarche qualitative, vous êtes plus dans de l'interaction, vous pouvez plus facilement explorer des réalités nouvelles, découvrir des choses que vous n'aviez pas vues au départ, et ajuster comme ça aussi votre démarche. Mais avec le prix à payer que justement vous êtes sur des espaces réduits, vous êtes sur des groupes sociaux réduits, et donc vous avez plus de difficultés à monter en généralité. Alors, je disais bien, effectivement, quand on parlait des questions ouvertes, on voit qu'on n'est pas dans des univers complètement séparés. Hein, il y a des intermédiaires. Et dans les intermédiaires, ça me permet de revenir sur la question des comparaisons et des études de cas qui étaient posées tout à l'heure. Je crois que la personne n'est plus là. C'est vrai que si vous faites une étude dans un village ou une commune, vous ne pourrez pas dire si ce que vous avez vu est lié à cette commune-là ou si ça se retrouve ailleurs. Donc ça, c'est un vrai problème de montée en généralité, de capacité à tirer des conclusions qui sont valables au-delà du petit cas étudié. Mais en qualitatif, on n'est pas complètement sans solution par rapport à ça. D'abord, il y a la littérature. Vous étudiez la commune la commune de Diama. Il y a eu sûrement des études qui ont été faites dans des communes à Tambacounda, dans des communes dans le bassin arachidier, etc. Donc là, par la comparaison avec la littérature, vous pouvez dire, est-ce que ce que je vois moi dans mon site d'études, est-ce que ça ressemble? Donc ça confirme que ce n'est pas seulement lié au cas qui avait été étudié par les autres avant, et que progressivement, il y a des études là, qui montrent des choses à peu près semblables, et du coup, on peut dire, si on retrouve un peu les mêmes processus là où j'ai étudié, et là où ça avait déjà été montré à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit,
là du coup, on commence à pouvoir dire c'est pas uniquement spécifique à la commune de Diama ou à la commune de Richard Toll. Vous voyez? Donc la comparaison, elle n'est pas forcément liée à votre propre recherche. Elle est aussi la mise en perspective de ce que vous montrez dans votre cas par rapport à ce qui a été montré ailleurs, avant, par d'autres recherches. Et puis vous pouvez aussi avoir une démarche qui est sur plusieurs sites. Vous pouvez dire, bah, je choisis 3 ou 4 communes contrastées pour voir effectivement est-ce qu'on retrouve les mêmes processus, et est-ce que l'histoire singulière de la commune A, la commune B et la commune C, au-delà du fait qu'elles sont chacune leur propre histoire, est-ce qu'on retrouve des choses qui sont semblables? Et si vous retrouvez des mécanismes semblables qui sont au-delà de la diversité des cas, à ce moment-là, vous pouvez peut-être commencer à dire ça a un degré de généralité. Vous ne pouvez pas le dire sur toutes les communes du Sénégal, ni sur toutes les communes de la région de Saint-Louis, mais vous pouvez dire ça dépasse tel cas et tel autre. Et là, ça sera d'autant plus convaincant que vous avez choisi des sites qui sont contrastés. Si vous prenez 2 communes qui se ressemblent beaucoup, ça ne sera pas très étonnant de retrouver des choses voisines. Si vous prenez une commune en région de Saint-Louis, une en région de Tambacounda et une en Casamance, et que vous voyez des mêmes choses, à ce moment-là, vous pouvez raisonnablement penser que si vous allez à Thiès, vous allez retrouver aussi des choses pas complètement différentes. Parce que justement, vous montrez que le contexte, là, n'est pas déterminant. Et qu'on a bien des processus qui sont voisins, ou qui ont des parentés, même dans des contextes très différents. Alors des statisticiens vont vous dire, ça ne me convainc pas. On est d'accord. Mais ça donne quand même des arguments pour dire ce que je montre n'est pas uniquement lié à ce cas spécifique, il se retrouve dans des situations très différentes, et donc les autres variables ne sont pas déterminantes. Le fait qu'on soit sur le fleuve à Tamba ou dans le bassin arachidier, le fait qu'on soit en zone Wolof ou Diola ou Serer, le fait qu'il y ait un taux d'alphabétisation de temps, tout ça n'apparaît pas déterminant puisque ça ne donne pas des résultats très différents entre des communes, des sites d'enquête qui sont très différents sur ces variables-là. Alors là, la difficulté, c'est que pour faire une recherche qualitative suffisamment solide, il faut du temps dans un site d'enquête, donc c'est pas toujours possible de le faire dans de multiples cas. Et en particulier, dans un mémoire de master, c'est très casse-gueule, à mon avis, de vouloir faire du comparatif en qualitatif, parce que vous risquez de survoler vos 4 sites et de ne pas comprendre grand-chose à ce qui se passe dans chacun d'eux. Si vous êtes en thèse, vous pouvez sans doute vous permettre d'avoir 2-3 sites. Et puis il y a aussi des façons de combiner les choses qui sont où vous avez 1 ou 2 sites d'enquête approfondie qui vous permettent d'avoir cette approche compréhensive, d'avoir des analyses, et puis ensuite vous allez le mettre à l'épreuve dans d'autres sites de façon plus rapide. Une fois que vous avez vraiment passé 1 mois, 2 mois à comprendre comment fonctionne le centre de santé ou la ZUFOR ou les conflits au conseil communal à tel et tel endroit, ça vous donne des clés pour comprendre plus rapidement ce qui se passe ailleurs, pour poser les bonnes questions. Et à ce moment-là, avec une enquête de contrôle plus légère, vous pouvez faire apparaître les variables et dire est-ce que je retrouve des choses qui ressemblent ou est-ce que vraiment c'est radicalement différent. Donc vous pouvez aussi gérer des sites intensifs, qu'on appelle intensifs, avec une enquête approfondie vraiment dans 1 ou 2 sites, et puis une enquête plus légère à côté, dans des cas différents, pour voir si ça ressemble ou pas. Vous n'aurez pas la même possibilité de comparaison que si vous faites des enquêtes vraiment approfondies, pareilles, aussi profondes dans tous les sites. Mais si vous n'avez pas la capacité, dans le cadre de la recherche, de faire ça,
alors il vaut mieux effectivement avoir un ou deux sites très approfondis et puis des enquêtes plus courtes de mise à l'épreuve de vos analyses. Et là, vous pourrez dire, voilà ce que j'ai vu, voilà comment ça marche à tel endroit et tel endroit. Et effectivement, on retrouve un peu la même chose là, là et là. Ou alors, si c'est différent, comprendre pourquoi c'est différent. C'est clair, ça? Je ne sais pas si c'est des choses nouvelles. Enfin, on voyait la question de tout à l'heure sur la comparaison et les études de cas. On peut jouer la comparaison par rapport à la littérature, donc à d'autres études qui ont été faites sur des mêmes sujets. On peut soi-même intégrer la comparaison dans sa propre démarche. Et la comparaison, on peut la faire de façon du vrai comparatisme qui suppose avoir la même démarche, la même méthode, la même enquête dans plusieurs sites. Mais on peut aussi mettre en perspective, par une enquête plus légère, ce qu'on a trouvé dans un site d'enquête approfondie. Ok. Donc, par rapport à ce choix Kali et Canty, même plus largement par rapport à la démarche, ce qui est important à vraiment retenir, c'est que c'est vraiment la problématique et les questions de recherche qui déterminent là où les approches à utiliser. C'est pas dans l'absolu le quantitatif, dans l'absolu le qualitatif, c'est pas dans l'absolu des entretiens répétés ou l'entretien à passage unique. Ça dépend des questions de recherche et donc du type de problème auquel vous affrontez et du type de matériaux dont vous avez besoin pour pouvoir traiter vos questions de recherche. Et vous pouvez avoir, dans le cadre d'une thèse, vous avez trois questions de recherche, et bien chacune peut demander des méthodes différentes. Si vous êtes, ça peut-être plus en géographie, si vous êtes sur l'urbanisation dans telle commune, et bien pour montrer l'urbanisation, vous allez faire du traitement d'images, de la cartographie, des images satellites, etc., pour mettre à plat la progression de l'urbanisation. Et puis dans une autre partie de la thèse, vous vous avez intéressé sur les processus, et là du coup, vous allez interroger les lotissements, les achats de terre, comment les gens font pour construire, etc. Donc selon les parties de thèse, selon les questions de recherche, vous pouvez avoir une combinaison spécifique d'outils et de démarches. Donc quand on voit souvent dans les mémoires, j'ai fait des entretiens, des observations et j'ai passé un questionnaire, moi, la réaction c'est de dire oui, mais c'est quoi le lien entre ces outils et la problématique? Le questionnaire, c'était pour faire quoi? C'était construit sur quoi? Les entretiens, vous les avez fait sur quoi? Vous voyez? On ne peut pas se contenter de dire de façon générale j'ai fait des entretiens, j'ai fait des observations, parce que ça, toute démarche de sciences sociales aura des entretiens et des observations, peut-être qu'il y aura aussi du questionnaire, etc. Il faut le dire sur quoi, pourquoi, pour répondre à telle question. Donc les outils, les démarches d'enquête, ils sont liés à des questions de recherche, même plus précisément qu'à une problématique globale. Donc on décline, on verra ça après-demain, comment une problématique, questionnement, se décline en questions de recherche, et comment sur chaque question de recherche, là on va se poser la question de comment je peux y répondre, donc de quel type de données j'ai besoin, et du coup comment je vais faire pour produire ces données dont j'ai besoin. Ok? Voilà, et donc, je vais faire un exemple là-dessus. Si vous vous intéressez sur les impacts de la gratuité des soins sur la fréquentation des maternités, là, vous allez faire du quantitatif, vous allez dépouiller les statistiques des centres de santé, vous allez faire éventuellement une enquête quantitative auprès de X jeunes mères. Si vous vous intéressez sur les mobilisations sociales autour du problème des inondations à Pikine,
Là, a priori, peut-être, enfin, je ne vois pas s'il y a une dimension quantitative là-dedans. Ça paraît beaucoup moins évident, mais vous allez vous intéresser comment les problèmes sont vécus, comment est venue la mobilisation à tel endroit, comment est-ce qu'ils se sont pris, où est-ce qu'ils ont trouvé le financement pour avoir tous les t-shirts à mobiliser, quelle est la stratégie pour aller mobiliser la presse et passer au journal télévisé. Voilà, ça va être une série de questions qualitatives que vous allez vous poser. Donc, c'est une illustration au fait qu'en fonction de votre problématique de recherche, eh bien, vous avez une bifurcation déjà entre qualitatif et quantitatif, mais même plus loin sur la façon de faire du quantitatif, sur la façon de faire du qualitatif, en fonction du type de matériaux dont vous avez besoin, du type de données dont vous avez besoin pour répondre à votre question de recherche. Sur la double équation, j'en ai déjà... Alors ça renvoie effectivement, on a un petit peu évoqué sur la question de la démonstration. Qu'est-ce qui est considéré comme une démonstration dans une démarche qualitative ou une démarche quantitative? Alors, il y a beaucoup de débats sur... sur la nature des sciences sociales. Est-ce que les sciences sociales doivent essayer de se rapprocher des sciences expérimentales, de la physique, de la biologie, etc. Ou est-ce que vraiment c'est une démarche et une mode spécifique, une démarche scientifique spécifique? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui montrent que on n'est pas sur les mêmes registres de scientificité que les sciences expérimentales en particulier. Vous n'avez pas un laboratoire où vous pouvez expérimenter et dire je mets telle sorte de rat, je leur donne à manger ça et je vois ce que ça donne, quoi. On ne fait pas d'expérimentation sur les gens, heureusement. Quelquefois en psychologie on en fait, mais on est à observer la réalité. Donc on n'est pas sur des démarches expérimentales où on veut contrôler les processus pour mettre en avant une seule causalité. Donc on est sur effectivement on est sur de l'observation du réel. Et puis surtout, les sciences sociales, elles s'intéressent aux êtres humains en société, et les êtres humains en société, elles ont un avis. Les êtres humains, ils ont un avis sur leur société. Ils ont une analyse du social. Alors que, voilà, si vous faites de la zootechnie, peut-être que les vaches ont un avis sur leurs relations entre elles, mais en tout cas, elles ne vont pas vous le dire. Donc, les gens, ils ont un avis. Ils ont une analyse de social. Ils ont une analyse qui est liée à leur propre histoire. Et c'est beaucoup plus difficile de faire une recherche en sciences sociales avec des gens qui ont des avis sur le social que de faire une recherche sur des choses où ce que vous étudiez n'a pas d'avis ou ne va pas vous le dire. À la fois, c'est un outil parce qu'il y a l'entretien, où les gens peuvent vous dire beaucoup de choses sur ce qu'ils vivent, comment, pourquoi. En même temps, ils vont vous le dire avec leur propre représentation, leur propre grille de lecture. Donc, c'est la notion ces grilles de lecture implicites, nous, on les a aussi en tant que citoyens ou qu'individus. Et donc, une des difficultés des sciences sociales, c'est de devoir se protéger ou se mettre à distance ce qu'on appelle le sens commun. Vous connaissez cette expression-là, hein? C'est-à-dire la façon spontanée dont on lit la société, et qui n'est pas scientifique, c'est normal, c'est celle de quotidien. Et donc, on doit étudier des gens qui ont leur propre lecture de la société, mais qui est une lecture importante, mais qui n'est pas scientifique. Et on doit soit se donner des outils, alors même qu'on est aussi un individu avec ses propres déterminations sociales, sa propre histoire, ses propres catégories, quoi. Donc ça, c'est une difficulté plus grande que dans d'autres disciplines, qu'en biologie, quoi. Et puis, dès que on est dans le qualitatif, on en a parlé tout à l'heure, la production des données se fait dans l'interaction
Et donc là, ce qu'on est, comment on gère les relations avec nos enquêtés, ça a une influence aussi sur les données qu'on produit. Donc il n'y a pas tout l'outillage méthodologique avec les expérimentations en biologie ou avec le questionnaire qui effectivement sépare, mais un intermédiaire qui protège, mais qui peut être un filtre entre l'enquêteur et l'enquêté. Donc ça, c'est important parce que dans les conditions de validité de l'enquête en sciences sociales, c'est très important. Le travail sur les catégories, elle est très importante. Est-ce que les mots qu'utilisent les gens pour parler de leur objet d'étude sont les bons, ou est-ce qu'au contraire, ça crée des biais? Est-ce que moi, ma trajectoire, ce que je suis, mon histoire, ma socialisation, mes convictions politiques, est-ce que ça influe ou pas, et jusqu'où, dans ma façon de mener la recherche? Est-ce que ça introduit pas des biais? Comment j'essaye d'objectiver ça, de prendre conscience de ça, pour réduire ces biais? Il y a beaucoup de débats, nous avons entendu parler sur la neutralité axiologique, neutralité par rapport aux valeurs. Bon, on ne peut pas complètement, on n'est jamais des purs esprits, mais en tout cas, on a des convictions qui peuvent amener à s'intéresser à tel sujet ou à tel autre. Mais une fois qu'on a identifié la question, là, la façon de construire la problématique, la façon de construire l'enquête, la façon de construire l'interprétation, elle doit être la plus neutre possible par rapport à ses propres convictions. Après ça, dans ce qu'on fait des résultats d'enquête, là, on redevient citoyen. Mais en tout cas, dans toute la phase de déroulement de la recherche, il faut effectivement essayer d'être le plus neutre possible, d'éviter les jugements de valeur dans l'analyse, mais aussi en amont même dans la façon de construire le questionnement. On a déjà parlé tout à l'heure, oui, sur le Conti-Cali, c'est pas les mêmes façons de penser la démonstration, ce qui pose des questions des catégories, vision unitaire du ménage, chef de famille versus femme et jeunes, la question de l'échantillon, la taille de l'échantillon qui permet de dire des choses solides, et puis il y a la question de l'interprétation, effectivement, où l'analyse se fait pas de la même façon selon qu'on cherche à mettre en évidence des régularités statistiques ou des liens explicatifs entre variables sélectionnées, ou est-ce qu'on cherche à montrer l'enchaînement des relations et des facteurs dans leur singularité. Il me semble que dans les deux cas, l'analyse solide, c'est celle qui résiste aux objections et aux critiques. Ce qui est considéré comme scientifique, c'est ce qui est accepté par les pairs. C'est ce qu'un comité de rédaction de revue va juger publiable, en ayant demandé à d'autres chercheurs, de façon anonyme, de lire, de critiquer, de dire si c'est acceptable ou s'il y a des problèmes, des choses à améliorer. Ce qui est considéré comme valide, c'est votre mémoire si le jury considère qu'effectivement vous donne une note suffisante. C'est donc les chercheurs, du coup de la discipline, parce que les modes de démonstration ne sont pas les mêmes, si les chercheurs de la discipline considèrent que votre travail est solide, alors effectivement il est considéré comme valable scientifiquement. Mais vous voyez bien que c'est pas la seule, quand on est en sciences sociales, c'est pas non plus le seul critère. C'est un critère nécessaire. Et si des collègues ou d'autres sociologues vous disent mais attends là, le problème d'échantillonnage ça va pas du tout, c'est toute la démonstration qui ensuite est mise en cause. Si vous disent mais attendez, vous êtes parti sur des hypothèses qui ne tenaient pas la route, c'est votre démonstration qui n'est pas solide. Si vous dites mais attends là, comment on passe de telle donnée à telle analyse,
Sur l'interprétation, je ne suis pas d'accord, il faut approfondir. Donc la critique, elle peut porter sur toutes les étapes de la recherche. Elle peut porter sur la problématique, elle peut porter sur la façon de poser les questions de recherche, elle peut poser sur la façon de construire la démarche d'enquête, elle peut produire sur le matériau qui est mobilisé, sur l'interprétation du matériau. Et c'est si ça résiste suffisamment aux critiques sur ces différentes étapes que du coup le résultat final est considéré comme étant scientifique. Vous voyez, donc ces éléments ces étapes de la démarche de recherche qui permettent normalement d'assurer l'adéquation entre le morceau de réel étudié et le produit. Si vous faites une démarche rigoureuse et solide, alors vous allez faire ce qu'il faut pour qu'il y ait cette adéquation-là. Mais la sanction, je ne trouve pas le mot, c'est les autres chercheurs qui vont à la fin dire oui, c'est une bonne recherche. Et qui vont le dire en discutant justement, est-ce que la problématique est bien posée, est-ce que la démarche d'enquête est solide, est suffisante, est-ce que les interprétations sont crédibles par rapport à l'état des connaissances et par rapport aux matériaux proposés. Et donc, est-ce qu'à chacune des étapes, les choses ont été faites de façon suffisamment correcte pour que l'ensemble, du coup, soit crédible et convaincant. Et du coup, effectivement, un enseignant ou un collègue qui discute un papier n'a jamais accès au terrain, en général ne connaît pas forcément le même terrain, il ne connaît pas forcément exactement la situation, mais il va exercer sa critique sur ces différentes étapes-là. Et si il considère qu'effectivement la démarche est suffisamment solide sur chacune des étapes, alors on va dire le résultat final, les conclusions sont acceptables. Oui, c'est clair ou ça vous... Ok. Mais en sciences sociales, on parle aussi des gens. Et donc une autre question, c'est est-ce que les gens concernés s'y retrouvent? Est-ce que les gens concernés, est-ce que les gens qu'on a étudiés sont d'accord ou se retrouvent dans votre analyse? Et ça, c'est un débat dans les sciences sociales. Il y a ceux qui disent les acteurs sont non pas la connaissance du social, ils sont aveuglés par leur position, par leur idéologie, par tout ça. Donc c'est seulement le chercheur de l'extérieur qui peut dire la vérité vraie. Bon, c'est une version très dure de la scientificité que je partage pas jusque-là. Il y en a qui vont dire oui, mais et il y en a au contraire qui disent il faut qu'effectivement la restitution, ça fait partie nécessaire du travail, et la mise en débat de nos résultats d'enquête avec les gens concernés, c'est indispensable. C'est indispensable éthiquement pour ne pas seulement aller embêter les gens et leur poser des tas de questions, mais pour leur faire un retour. Donc c'est une exigence éthique, mais c'est aussi une exigence de scientificité, parce que les critiques que les acteurs ont à faire à l'analyse qu'on leur propose, ça fait partie aussi de ces tests de solidité. Est-ce que les gens se retrouvent dans l'analyse que vous faites sur eux? Alors après ça, quelquefois c'est délicat. Si vous travaillez sur les stratégies politiques électorales, il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas forcément envie que vous mettiez sur la table. Mais en même temps, voilà, comment il y a eu des recherches aussi sur les hôpitaux et les centres de santé, où les dysfonctionnements, l'ampleur des dysfonctionnements dans les hôpitaux et les centres de santé était un peu dur à encaisser pour les agents de santé. Mais en même temps, il y a énormément de discussions très intéressantes là-dessus, parce qu'il y a des réactions de registres différents. C'est une chose de dire attendez, là, c'est faux, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous avez oublié tout un tas de réalités, donc qui questionnent le matériau.
où là, effectivement, peut-être que l'enquête s'est trompée sur certaines choses, l'enquête n'a pas vu certaines choses, et du coup, l'explication change. C'est autre chose de dire oui, mais vous voyez que les choses négatives, vous êtes là sur une logique de critique, qui revient en fait à dire oui, on sait bien que c'est comme ça. Ça nous fait un peu mal de le mettre à plat. On préfère ne pas le voir en face, mais c'est comme ça. C'est vrai que vous avez raison de dire que c'est comme ça. Est-ce que à quel niveau on implique les entités? Est-ce que c'est au niveau du matériel lorsqu'on a fait l'entité, on a transcrit, on envoie l'entité à l'entité, est-ce que ça correspond à cette entité? Est-ce que au niveau de l'analyse, finalement, d'avoir fini de sur la transcription de l'entretien, si vous avez enregistré et transcrit, ça sera ce qu'il a dit ce jour-là dans ce contexte-là. Après ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, un entretien, c'est très lié au contexte. Vous voyez, la personne a mal dormi la nuit précédente et s'est engueulée avec sa femme, il ne sera peut-être pas dans le même humeur que si tout va bien. Enfin, ça peut être aussi bête que ça. Il est débordé, il a reçu le coup de fil du ministre, etc. Donc le contexte de l'entretien influe. Et c'est là où souvent, quand on peut, on fait des entretiens répétés, on en fait plusieurs, ou on en fait avec plusieurs personnes de la même catégorie, pour justement neutraliser un petit peu le contexte de l'enquête. Donc à ce moment-là, si on a transcrit fidèlement ce qu'il a dit, et qu'on a exploité les entités, et qu'on les a analysées selon nos objectifs de recherche, est-ce qu'il a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que l'enquête a une c'est pas l'enquêter individuellement. Il peut y avoir des personnes ressources, des informateurs privilégiés, des gens qui ont vraiment été utiles et vous savez qu'ils ont vraiment une très fine connaissance de la chose. Ça peut être utile, eux, de retourner les voir en disant quand j'ai dépouillé toutes mes analyses, voilà ce que je vois, voilà ce qui me semble, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être une mise à l'épreuve par rapport à des personnes particulières que vous avez identifiées dans votre enquête comme ayant vraiment une capacité, une finesse dans la compréhension, dans l'analyse des choses, et avec qui vous avez envie, du coup, d'aller plus loin, quoi. Donc il peut y avoir une forme de restitution ou d'échange avec certaines personnes pour dire voilà, moi c'est ça ce que mes analyses, c'est ça ce qui me semble ressortir, qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que tu en penses? Ça avec quelques personnes. Mais il peut aussi y avoir des restitutions plus organisées à travers, du coup, un groupe de personnes. Au village, le conseil communal, l'association gestion du centre de santé, etc. Et là, en fait, ça dépend vraiment, pour moi, ça dépend vraiment de la logique de la recherche. Est-ce que c'est une recherche participative qui est faite pour être construite avec les citoyens ou les usagers et leur être utile? Est-ce que c'est une recherche académique qui n'a pas d'utilité prévue? Donc est-ce que la recherche a été démarrée sur une négociation avec tel et tel groupe d'acteurs ou pas? Ensuite, il y a la question éthique, effectivement. Vous pouvez considérer que c'est normal d'aller restituer ça, parce que les gens ont passé du temps avec vous, ils vous ont consacré du temps, ils ont... etc. Et puis après ça, il y a la question effectivement de qu'est-ce qui est possible de restituer, quoi. Et devant qui. C'est clair que si vous êtes sur les détournements dans la caisse de trucs, ça va être un peu difficile de restituer en assemblée générale, quoi. Ça peut être un peu chaud. Peut-être que ça serait utile pour mettre les pieds dans le plat et faire bouger les choses, mais ça va être plus délicat. Si c'est, on en parlait tout à l'heure l'autre jour, le problème de sur sur les réseaux d'eau potable, le fait que le problème du paiement au volume pose problème pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les familles les plus pauvres, et que comment se gère cette tension-là, ça peut être tout à fait intéressant de restituer comment vous avez vu cette contradiction-là, comment vous avez vu la façon dont les gens la traitent, et de donner l'occasion d'un débat collectif sur ça.
Est-ce qu'il faut faire des exemptions? Pour quel type de personnes, etc. Et là, ça peut être utile et intéressant pour les associations d'usagers, ou même les usagers des ASUFOR, de pouvoir discuter sur les exemptions de paiement, les fonctionnaires qui ne demandent pas l'argent, est-ce que c'est normal de ne pas demander au centre de santé de payer l'eau? Vous voyez, toutes ces choses-là que vous avez mis en avant par l'enquête. Vous ne dites pas c'est bien et c'est mal, mais vous dites, bah oui, là, il y a une tension. Il y a une contradiction entre le principe de l'eau payante et les relations sociales. Il y a une tension entre le principe de l'eau payante et puis le niveau de vie des gens. Il y a un dilemme. Voilà comment j'ai compris la façon dont vous traitiez ce dilemme-là. Et là, la discussion peut être extrêmement intéressante et extrêmement riche aussi pour la recherche. Pas seulement utile pour les associations et les usagers, mais utile aussi pour vous. Parce que, ah oui, mais là, on avait fait ça. Ah, mais il y a 2 ans, souviens-toi, on avait discuté de cette hypothèse-là. Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent sortir qui seront extrêmement riches et extrêmement intéressantes. Et encore une fois, des cas où même les enquêtés peuvent reconnaître que votre analyse est à peu près juste, même si ils se sentent, même si ça met sur la table des choses pas forcément agréables. Puis ça peut permettre de mettre en avance aussi des facteurs. Il y a eu des recherches dans les centres de santé où les gens disaient, enfin le personnel médical disait oui, c'est vrai ce que vous dites, mais n'oubliez pas qu'il y a tel facteur, tel élément, on est coincé. Et que le chercheur n'avait pas pris en compte. Il avait observé les pratiques, il y avait des éléments, des déterminations, des contraintes que subissait le personnel de santé qui n'avaient pas pris en compte ou pas suffisamment en compte. Donc là, le débat sur la restitution, c'est oui, vous avez raison, même si vous montrez nos difficultés, nos carences, mais dans l'analyse, n'oubliez pas telle et telle contrainte dans laquelle on est et qui explique aussi pourquoi on fait comme ça. Donc, le point de vue des acteurs enquêtés, dans certains cas, il ne faut pas en faire une obligation, mais peut-être nécessaire d'un point de vue, utile d'un point de vue éthique, et peut-être aussi utile pour la recherche elle-même, et pour mettre à l'épreuve les analyses et les interprétations. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut aussi faire la distinction entre recherche fondamentale et appliquée. Je voudrais dire que, par exemple, nous, lorsque nous faisions notre mémoire de master 2, on nous interdisait, avant d'analyser des données, puis de les traiter, d'abord montrer aux enquêteurs. Par exemple, quand vous transcrivez l'entretien, il faut d'abord le montrer aux enquêteurs et ils vérifient les propos qu'il avait dit. Parce que parfois, le chercheur, en transcrivant, peut parfois se tromper sur certaines choses. Mais en ce qui concerne l'analyse, est-ce que l'enquêteur a le background pour dire que ce type d'analyse ne correspond pas à telle chose? Je pense que le niveau où l'enquêteur doit intervenir, c'est ses propres propos. Mais en ce qui concerne l'analyse des données, je pense que c'est le chercheur qui a le background analysé à partir des exemples. Oui, pour faire l'analyse, oui. Pour éventuellement discuter les interprétations, ça, je pense que ça se discute plus. Parce que les gens que vous avez enquêtés ont une connaissance de leur réalité et de leur situation. Donc peut-être qu'elle est partielle, parce qu'ils sont positionnés là, et que quand on regarde les choses de façon plus large, on voit d'autres choses. Ça, c'est normal. Peut-être qu'ils ont une vision partielle, mais leur point de vue, leur analyse sur ce que vous étudiez, vous l'avez pris au sérieux au moment de l'enquête, quand vous êtes allé les interroger. Pourquoi ne pas prendre au sérieux aussi ce qu'ils disent de vos analyses? Ah oui, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Vraiment, vous avez bien compris notre réalité.
Ou alors, oui, mais vous savez, il y a ça aussi, il y a tel élément. Quelquefois, alors ça dépend si vous vous adressez effectivement à des intellectuels ou pas, mais ça dépend surtout de la langue aussi. Mais on peut être paysan analphabète et avoir une lecture de ces réalités d'une finesse impressionnante. Hein. Je veux dire, c'est... Moi, je dis que, est-ce que dans cette situation, il y a lieu d'intervertir les rôles? À partir du moment où c'est peut-être le chercheur même qui a pris l'initiative dans telle recherche. Moi, je pense que l'analyse du lien du droit. C'est indiscutable. Parce que ça dépend également du groupe cible qu'on enquête. Par exemple, le groupe cible, ça peut être également des universitaires. Moi, je pense qu'ils peuvent bien le faire. Peut bien faire ce travail d'analyse, mais ce n'est pas leur rôle, c'est à toi de faire. Mais quant à savoir maintenant comment on appelle ça, l'exactitude, le respect de leur point de vue, et là, quand même, ça également, de façon éthique, ça leur revient. Et là, ils peuvent bien le prononcer, quel que soit leur niveau de formation. Maintenant, quand peut-être les formateurs ne veulent pas leur impliquer dans l'analyse, ils ont bien fait le faire parce que ce n'est pas à eux de faire cette analyse. L'analyse appartient aux chercheurs. Maintenant, quant à leur point de vue sur la correspondance, comment on appelle ça, l'authenticité de leur récit, là, quand même, c'est indiscutable. De toute façon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, enfin, on est sur un débat très important d'épistémologie des sciences sociales. Hein. Ça traverse les sciences sociales. Il y en a qui vont avoir des points de vue très disant non, non, la restitution, c'est pas le problème, c'est pas l'enjeu. D'autres, au contraire, qui vont en faire un passage obligé. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les enquêtés qui vont dire si c'est une bonne recherche ou pas. Ça, c'est pas leur boulot. Ils n'ont pas les compétences pour ça. Par contre, est-ce qu'ils se retrouvent dans la lecture que vous faites? Quelles sont les objections qu'ils ont à faire? Ça peut être intéressant et c'est à prendre au sérieux. Pas parce que s'ils disent ça nous plaît pas, on jette à la poubelle. Hein, c'est pas ça la question. Mais savoir, est-ce qu'ils ont, encore une fois, c'est la question de résister aux objections. Est-ce que quand ils vous disent ça va pas, est-ce que c'est vous dire vous êtes passé à côté de plein de réalités? Est-ce que c'est ah mais vous avez oublié que chez nous les femmes ont aussi du bétail? Vous voyez, donc là c'est un truc dans la méthode, vous êtes passé à côté de partie de la réalité, ça peut arriver. Est-ce que c'est oui c'est vrai mais nous on a des contraintes, on ne peut pas faire autrement, etc. Il peut y avoir du discours défensif, où les gens essayent de se justifier. Et ça, c'est à vous de voir, effectivement, est-ce que c'est uniquement défensif pour se justifier, ou est-ce qu'il y a des vrais facteurs qui mettent en avant que vous n'avez pas pris suffisamment au sérieux? Si vous dites, je ne sais pas moi, aux petits, à des petits fonctionnaires qui font de la petite corruption dans la rue, là, ouais, mais quand même, c'est pas cool, ils disent, ouais, mais, pardon, moi, il faut que j'en redonne, là, une partie à mon chef de brigade, etc. Et si je ramène rien, je vais avoir des problèmes dans ma carrière. Ça, vous l'avez peut-être pas vu, vous, dans l'enquête. Et ça, peut-être que vous ne l'ont pas dit dans les entretiens, et que c'est au moment de la restitution qu'ils vont vous dévoiler ce point de réalité. Et la petite corruption, si le gendarme de base est contraint de rapporter tous les jours à son chef de brigade, et que s'il n'y a pas assez d'argent qui remonte, il a des problèmes d'avancement, etc., c'est important à prendre dans l'analyse. Peut-être que si vous avez bien fait votre travail, vous l'aurez vu avant. Si vous avez bien fait votre enquête, peut-être que vous ne l'aurez pas vu. Et là, peut-être que c'est la restitution qui permettra de mettre en avant un pan de réalité qui n'était pas sous vos projecteurs. Vous êtes passé à côté. Voilà, on peut pas, enfin, je ne vous dis pas d'en faire un dogme. Hein. Je vous dis, n'oublions pas cette question-là, que quand on dit une analyse solide, c'est celle qui résiste aux critiques et aux objections. Il y a les objections des pairs, de vos enseignants, et puis dans le boulot de chercheur, c'est tout au long de la carrière qu'on passe son temps à se lire et à se critiquer mutuellement. Hein,
et du coup à faire apparaître des biais, des limites, des choses à améliorer. Il y a cette critique-là interne au monde scientifique, mais les objections ou les critiques faites par des acteurs extérieurs, des bons connaisseurs de telle et telle réalité, ou les gens directement concernés, peut être aussi intéressantes à avoir, et de mettre à l'épreuve ces résultats de recherche, hein, les interprétations qu'on donne par rapport à ça, peut être important et également utile pour la recherche. Voilà, c'est ce point-là que je voulais pointer. Alors, il est déjà presque l'heure. Une chose sur laquelle je voulais insister pour compléter, pour terminer, c'est le fait que l'exigence de rigueur dans la démarche, elle se joue à toutes les étapes. Qu'il y a des risques de biais à toutes les étapes et qu'il faut avoir vraiment une vigilance à chacune des étapes. Vous pouvez avoir des questionnements non pertinents ou obsolètes. Il y a encore des travaux qui sont sur qui résonnent en termes d'opposition tradition-modernité. Donc ça n'a aucun sens. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on est sur des formes d'hybridation, il y a du changement, il n'y a pas une tradition d'un côté immémoriale qui n'aurait pas bougé depuis des siècles et des siècles, et puis une modernité. Tout le monde est dans la modernité contemporaine, en fond de brousse, dans les quartiers populaires et dans les immeubles des Almadies. Simplement, effectivement, les normes sociales ne sont pas les mêmes, etc. Des catégories d'analyse inadaptées. Je vous ai parlé de du ménage et de la question du chef de famille et de la propriété du bétail. Des schémas analytiques qui sont obsolètes. Peut-être qu'on a analysé ça dans ces termes-là il y a 20 ans, mais ça fait 20 ans que c'est obsolète, c'est montré que ce n'était pas pertinent. Il peut y avoir des méthodes qui ne sont pas adaptées. On fait du quantitatif sur des choses qui justifieraient du qualitatif ou le contraire. Il peut y avoir des problèmes dans le déroulement de l'enquête elle-même. Il peut y avoir des questionnaires mal conçus ou mal passés. Il peut y avoir des biais dans l'interprétation. Et du coup, voilà, c'est à chaque étape qu'il y a des pièges, des risques de biais, des pentes glissantes là, sur lesquelles il faut faire attention au maximum de ne pas tomber. Et si on prend le schéma, voilà, vous avez des risques de biais ici, là, vous avez des risques de biais un peu à toutes les étapes. Et du coup, si à l'un ou l'autre de ces endroits-là, vous faites il y a un gros problème, alors c'est l'adéquation entre les données au réel qui est problématique, c'est l'adéquation de vos interprétations par rapport aux données qui est problématique, et donc c'est globalement la qualité de votre recherche qui pose problème. Voilà. Donc quand on reviendra dans les autres séances sur les différents moments, ça sera aussi pour essayer à la fois de dire comment faire les choses, mais aussi essayer d'attirer votre attention sur les pièges, les biais auxquels il faut être attentif pour essayer au maximum de les contrôler ou de les limiter.